Hello hello, bien le bonjour et bienvenue à la Gare à Jeux. Aujourd'hui, un nouvel épisode sur notre TCG chouchou sur Flesh and Blood. Et même si vous me voyez tout seul à l'écran, je ne suis pas seul puisqu'on a notre mentor, on a notre super coach Sneaky. Salut à toi, tu vas bien? Salut, salut. Ça fait plaisir de te retrouver, ça fait un petit moment là. Alors, moi j'ai joué un peu à Flesh and Blood, mais ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu et ça fait plaisir aussi de refaire une vidéo sur le jeu. Alors pourquoi aujourd'hui, comme vous savez maintenant on fait des vidéos assez régulières pour initier les nouveaux joueurs sur ce jeu, et aussi parce que moi étant donné que je suis novice, ça permet d'évoluer au fur et à mesure des vidéos et de se mettre un peu, vous pouvez vous mettre un peu dans la peau du débutant avec moi, et pendant ce temps là on est aussi coaché par Sneaky. Alors ce qui s'est passé dans les sessions précédentes, c'est que j'avais décidé de faire mon premier mon premier tournoi officiel, les RTN comme on appelle ça. Donc ce sont des tournois, les Road to National, pour essayer de se qualifier au championnat de France. Alors évidemment, moi j'avais pas de prétention puisque j'avais avant le premier RTN, je crois que j'avais genre 6 parties en construit en mon actif. J'avais surtout fait du scellé pendant quelques années de temps en temps et puis du blitz. Donc c'était la première fois que je jouais vraiment en construit. Et donc tu m'as donné un peu quelques pistes. Et puis là, ça y est, on va pouvoir aujourd'hui faire ce retour des RTN. Donc j'en ai fait 2. Toi aussi, Sneaky, t'en as fait un, si je dis pas de bêtises. Alors c'est intéressant parce que comme ça, vous allez voir le noob et le PGM, comme on dit. Puisque toi, je crois, en félicitations, je crois que t'as fait premier, si je dis pas de bêtises sur J'ai eu de la réussite, oui. J'ai eu un petit peu de chance et j'ai fait premier. Toutes mes félicitations. Et puis moi, j'ai presque fait dernier. Bon, c'est pas complètement vrai, mais voilà, en tout cas, vous allez voir ça un peu tout le long de la vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est quoi? C'est de vous donner aussi un peu des conseils, que tu puisses nous donner des conseils sur mon expérience, savoir si vous faites comme moi et que vous décidez de faire on va dire un peu des tournois plus officiels ou avec des classements Elo, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire nos premiers tournois, pour que ça se passe bien, qu'est-ce qu'il y a comme choses à penser, parce qu'en fait, l'air de rien, il y a pas mal de choses à penser quand on n'est pas habitué. Et au fur et à mesure des vidéos, vous allez voir comment progresser autour de tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. C'est cool. Donc moi ce que je vous propose c'est donc j'ai fait 2 RTN. Sur le premier RTN, donc c'était sur Aix-en-Provence. J'étais assez étonné parce qu'il y avait pas mal de monde. Je crois qu'il y avait plus d'une quarantaine de personnes. Donc c'était pas étonné dans le sens où ça montre que le jeu est je pense qu'il est en pas mal, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que le jeu il évolue bien en France. J'ai l'impression qu'il y a une communauté de joueurs de plus en plus grandissante et au bout de 5 ans sur le jeu, ça fait plaisir. Donc j'étais content de voir qu'il y avait du monde. Donc je suis arrivé là-bas, il y avait quelques personnes que je connaissais. Donc ça faisait plaisir aussi de voir quelques têtes et c'était très sympa, les juges étaient très sympas. Je suis arrivé là-bas avec quelques petites choses de préparation, on va dire. Donc moi j'ai joué Aira comme vous avez pu voir sur les vidéos précédentes, que je vous invite évidemment à aller voir, que ce soit pour les règles si vous connaissez pas, pour la construction des decks, etc. Je vous invite, il y a la playlist, il y en a qui m'avaient demandé en description, vous pouvez retrouver la playlist des différentes vidéos. Je vous invite aussi évidemment à voir la chaîne YouTube Evinters où ils font plein de vidéos tutos qui sont très sympas. Bref, donc du coup, première RTN, je suis arrivé sur Aix, le matin, fallait évidemment un peu bien dormir la veille, c'est mieux quand tu fais RTN, parce que l'air de rien, c'est quand même des journées qui sont assez longues, tu te retrouves à jouer de 10h du matin à 18h minimum si jamais t'es pas qualifié top 8, mais sinon, donc t'as quand même, je sais plus, je crois que c'est 6 games dans les pattes, donc je crois que tu fais minimum 6 games, donc faut enchaîner. Ça dépend au moins du nombre de joueurs, mais c'est 5 jusqu'à 32 et 6 au-dessus de 32 joueurs. Ouais, donc là on était à 6 parties, donc il faut quand même avoir l'endurance. Donc bon, moi je suis habitué avec le sport de haut niveau d'avoir de l'endurance, mais quand même il faut prévoir des petites choses du genre, j'avais prévu la bouteille d'eau, parce que en sport on dit tout le temps, si jamais tu perds 1% d'eau, c'est 10% de performance en moins. Alors là, vous allez me dire, c'est pas du sport, mais quand même, je sais pas ce que tu peux nous dire là-dessus, mais je pense que pouvoir boire régulièrement, c'est quand même bien. Et puis vous avez pas le temps de vous lever toutes les 2 secondes pour aller au robinet prendre de l'eau. Donc je pense que ça, c'est... En tout cas, voilà. Moi, j'ai pris ma bouteille d'eau. Je pensais pouvoir manger, et en fait, j'ai eu la mauvaise surprise que quand t'as les 6 rounds qui s'enchaînent, et puis sur Lyon c'était pareil en fait. J'ai l'impression qu'apparemment sur les gros tournois comme ça, manger c'est une denrée rare. Désolé pour le jeu. Manger c'est tricher. Non. non, mais oui, je propose que tu nous fasses vraiment un compte rendu de ta préparation et que moi je revienne après sur comment moi je me prépare et ce que je conseille aux nouveaux joueurs comme préparation avant ce genre d'événement. Donc effectivement là tu vois, j'avais pas prévu le coup, tu vois, je m'étais dit c'est bon, on va avoir une petite pause à midi tranquille, et puis en fait j'avais pris heureusement quelques biscuits, mais effectivement au dernier moment ils ont dit non, il y aura pas de pause pour manger, donc t'es là, tu dis mince, j'aurais peut-être dû prendre de quoi manger. Donc j'avais pas pris de quoi manger, j'avais juste de l'eau, des petites choses évidemment, j'avais pris mon
petit calepin pour prendre les notes des points de vie, parce que ça peut surprendre, mais si jamais vous avez l'habitude, alors je crois que l'application est encore tolérée sur les RTN, mais logiquement vous êtes censé marquer vos points de vie sur le petit calepin, donc il faut bien penser. Moi j'avais pris mon petit calepin, mon petit crayon, ça c'est important. Et après tu m'avais donné l'information, je dirais que c'était très bien ça sur Fabrari d'aller, je vais vous mettre d'ailleurs à l'écran, sur Fabrari, d'avoir les différents match-up, et après il y avait la possibilité de l'imprimer. Alors du coup ça c'est ce que j'avais fait, et donc de pouvoir imprimer la liste du deck, et ça c'est vrai que c'était cool, parce que comme ça quand vous arrivez au RTN c'est important de se préparer. Donc vous êtes obligé d'avoir votre liste des cartes que vous allez jouer de votre perso et de votre side, et donc c'est vrai que Fabrari pour ça c'était cool. Donc j'avais fait comme tu me l'avais conseillé, mon petit Alors, petite précision par rapport à ce que tu es en train de dire. Tu dois présenter au début de l'événement, c'est précisé par les juges généralement en amont de l'événement, tu dois avoir la liste des cartes de ton deck pour s'assurer que tu ne changes pas des cartes entre les matchs, pour vraiment t'adapter un peu plus que ce qui est autorisé au deck adverse. Donc avant l'événement, tu donnes la liste de tes 80 cartes que tu as choisies. Et moi, c'est mon deuxième conseil, c'est d'avoir imprimé les match-up. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire la liste des cartes que vous rentrez et que vous sortez de votre sideboard en fonction des différents match-up. L'avantage que vous avez à avoir ça qui est imprimé, c'est que vous allez gagner du temps en fait avant chacun de vos matchs. Votre adversaire va vous dire qu'il joue tel personnage, et ben vous avez votre match-up qui est prêt et vous n'avez pas à réfléchir. Et comme on vous le disait un peu plus tôt, comme c'est des journées qui sont assez éprouvantes, parce que quand vous jouez pendant 8 heures, parfois avec très peu de pauses, je vous promets qu'à la fin de la journée vous êtes éclaté. Donc c'est bien de ne pas avoir à réfléchir de est-ce que je rentre telle carte ou telle carte, ou plutôt telle carte dans ce match-up là. Mais si vous y avez réfléchi la veille ou l'avant-veille, peu importe, quand vous avez fait vos match-up, c'est toujours ce poids de moins sur votre journée. Et ça évite aussi de faire des erreurs d'inattention. Et c'est vrai que c'est super bien foutu, parce qu'à l'arrivée tu génères ton PDF, bim bim, t'as ton idée, tu mets la date. Voilà, donc ça c'est ce qui est obligatoire de présenter. Vous pouvez aussi les faire à la main, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement ce format-là, mais à la main c'est assez pénible, et pareil, vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir oublié une carte. Ce qui peut rendre votre deck invalide, et donc vous pouvez avoir des pénalités auprès des arbitres. Et tu peux aussi cocher le inclure les match-up, qui manque un E à inclure. Mais... Voilà. Et bim, et là, mais voilà, et en dessous, du coup, vous avez la liste des cartes à enlever et à ajouter depuis votre sideboard en fonction des différents match-up. Donc ça correspond à ce que vous avez rentré dans Fabrari. De manière générale, je conseille Fabrari, c'est un site qui est entièrement gratuit et qui marche super bien, il est super joli. Très 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 bon outil pour tous les joueurs de Flesh and Blood. Donc j'avais fait ça sous tes conseils, et c'est vrai que c'était quand même bien pratique. Après, entre temps, on va dire qu'on m'a prêté 2-3 cartes, donc à l'arrivée, j'avais pas exactement les mêmes choses que ce qui était marqué sur les match-up. Donc je t'avoue en direct pendant ça allait assez vite quand même sur le tournoi, donc c'est vrai que des fois je le faisais un peu de mémoire, mais j'ai fait quelques modifications, mais c'est vrai que c'était quand même pratique d'avoir ça. Donc ça c'était la liste que j'avais prévue. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai par rapport à la préparation? Je crois que c'est à peu près tout, à part le crayon, etc. Il me semble que c'est à peu près tout, et après c'est parti, un banco, t'arrives sur scène et en avant. Alors, je sais pas si toi t'as des choses à rajouter sur la prépa, ou il y a des choses que j'ai oubliées ou pas. Si j'avais pris ma montre. En fait, je voyais pas le timer, donc j'avais pris ma montre et je m'étais mis un chrono, parce que je m'étais donné comme objectif de pas finir mes games au timing, parce que moi je suis un joueur qui est lent, parce que je débute et parce que je suis lent, mais donc je m'étais dit j'ai pas envie de finir au timer, donc je m'étais dit il faut à tout prix que je finisse toutes mes games, que je gagne ou que je perde, mais avant le timer. Donc je m'étais pris une montre et un chrono, comme ça je voyais mon chrono, parce qu'ils mettent une horloge, mais si c'était mal placé je les voyais pas l'horloge, donc voilà. Et si je dis pas de bêtises, alors c'est vrai que c'était un truc que j'avais pas très bien compris au début, parce que t'as 55 minutes, mais en fait c'est 5 minutes tolérées pour le side, si j'ai bien compris, et 50 minutes pour la partie. Mais si jamais tout le monde a side rapidement, ce qui était apparemment tout le temps le cas, en fait t'as 55 minutes. C'est ça, chef, ouais. En gros. Oui, tu peux commencer à sider, enfin ça dépend comment ça se passe, mais avant le lancement des 55 minutes, tu peux commencer à sider. Quand t'es rapidement assis en face de ton adversaire, tu peux déjà communiquer sur le deck que tu joues, et ton adversaire aussi. Tu gagnes un petit peu de temps. Voilà, c'est pas très important. Normalement, en 50 minutes, en jouant à un rythme décent, on peut finir toutes les games. Faut pas trop se mettre de la pression pour ça, faut pas non plus être à la minute près et avoir les mains qui tremblent alors que le timer est pas lancé pour dire à ton adversaire faut vite que tu me dises ce que tu joues, faut que je side et tout. Voilà, non, sinon là tu vas te mettre une pression pour rien et c'est pas utile.
J'ai plein de petits retours à faire par rapport à ce que tu dis, justement. Première chose, finir au time, c'est-à-dire que si jamais il y a aucun joueur qui a gagné à la fin des 55 minutes, ce qu'il se passe, c'est que le joueur actif finit son tour, puis son adversaire a un tour également, et si à l'issue de ces 2 tours, il n'y a personne qui a remporté la partie, donc même si jamais, s'il y a les 2 joueurs qui sont au-dessus de 0 points de vie, peu importe s'il y a plus de cartes dans le deck, ou si jamais il y en a un qui va évidemment gagner dans plusieurs tours, la partie s'arrête et aucun joueur n'est déclaré vainqueur. C'est même pire que ça, en fait. En gros, les 2 joueurs sont considérés comme ayant perdu. Ah. Donc c'est pour ça que c'est très négatif de finir au time, c'est que c'est pas une égalité, c'est une défaite pour les 2 joueurs. Là où à d'autres jeux de cartes, comme un concurrent qui commence par M et qui finit par Agic, on va avoir une égalité qui rapporte, enfin en gros c'est une victoire c'est 3 points, une égalité c'est 1 point et une défaite c'est 0 point. Là, soit vous avez gagné et c'est bon, soit vous avez fait une égalité ou une défaite, c'est pareil. Juste pour demander une petite précision, parce qu'il me semblait du coup que les juges avaient dit quand t'es au time, ils disaient maintenant vous regardez un peu vous estimez ce qui se passe sur la partie et vous pouvez quand même décider s'il y en a un qui dit non en fait c'est bon je te concède la victoire parce que de toute façon t'allais gagner. Ça se fait de toute façon aussi de façon usuelle. C'est possible. Alors au moment où le time est annoncé, donc les juges disent voilà ça fait 55 minutes, le joueur actif finit son tour puis ça l'autre de jouer si jamais personne n'a gagné c'est time, c'est égalité. Au moment où il y a l'annonce du time qui est faite, vous pouvez décider, un des 2 joueurs peut décider de concéder la victoire à son adversaire. Ce qui est quelque chose de très noble, parce que ça lui rapporte la victoire, sinon ça aurait pu finir en égalité avec une défaite pour les 2. Donc faut pas hésiter à le faire ça. Si jamais vous voyez que effectivement vous avez joué un peu lentement, ça arrive, vous avez tout à fait le droit de jouer un peu lentement, vous avez joué un petit peu lentement, donc c'est peut-être un peu de votre faute si on arrive au time. Et la partie est dans une situation où vous avez très très peu de chances de gagner, ou voire aucune possibilité de gagner, vous sentez votre adversaire est à 10, vous êtes à 1, vous avez plus de cartes en main, il y avait plus d'équipement, vous dites rien c'est bon, si la partie avait continué, j'étais à peu près sûr de perdre, donc je te la concède. Par contre, attention, plein de choses à dire par rapport à ça, c'est hyper important. À partir du moment où il y a eu une action de fait après l'annonce du time, donc c'est trop tard pour que l'un des 2 joueurs concède. C'est-à-dire quoi, une chose de fait du genre quoi Par exemple, tu annonces tu es le joueur actif, tu joues contre moi, il y a le time qui est annoncé, donc il y a la fin de time, le joueur actif finit son tour, blablabla. Si jamais tu te dis je fais mon attaque pour voir comment tu défends, pour après peut-être te la concéder, c'est niet. Ça veut dire que quand il y a le time, en gros, c'est ça que j'ai pas bien compris. Donc, quand il y a le time, il faut vraiment que t'arrêtes tout. C'est-à-dire que tu continues pas la partie tu finis pas l'autre. Si jamais tu décides de jouer une carte, tu ne peux plus concéder. Ah ouais, ok, donc là-dessus, il y a eu un truc pas très clair parce qu'il me semblait, moi, que nous, on avait joué le tour d'après et qu'à la fin, les juges avaient dit, maintenant que vous avez fini le tour de l'autre, et maintenant vous décidez s'il y en a un qui a gagné. En fait, c'est avant qu'il faut le faire. C'est en fait, au time, je ne suis pas arbitre. Donc j'ai pas le droit de juger sur l'arbitrage des autres et tout ça, évidemment. Mais pour moi, c'est très clair, tu n'as le droit de concéder que à l'annonce du time. Et une fois que tu as commencé à jouer, c'est trop tard pour concéder. D'accord, ok. Voilà. S'il n'y a pas de vainqueur, ce sera une égalité. Alors après, tu peux toujours décider de ne plus bloquer les attaques de ton adversaire et de décéder comme ça. Mais bon, t'as plus le droit de concéder. D'accord, ok. Mais ça, c'est une nuance que j'avais pas. Pour moi, c'était pas clair. Tu vois, c'était. Aussi chose hyper importante. Ça, c'est vraiment un attrape débutant. Je dis débutant pour pas dire autre chose. Vous n'avez pas le droit d'inciter votre adversaire de quelconque façon à vous concéder la partie. Mais par exemple, vous n'avez pas le droit de lui dire non mais en vrai regarde, t'as plus de cartes dans ton deck, moi il m'en reste 15 et t'as plus qu'un point de vie. Ça c'est une incitation. En fait, vous donnez des informations à votre adversaire, même si c'est vrai quoi que ce soit, même si c'est une observation juste évidente de la partie, ça peut être interprété par un juge comme une incitation à la concession de votre adversaire, et là je crois que la pénalité c'est game loss, c'est-à-dire que vous perdez automatiquement. Sans avoir plus de débat. Donc vous avez le droit de concéder à votre adversaire, mais il faut que ce soit une concession qui vienne de vous. Votre adversaire n'a pas le droit de vous donner des informations qui vont dans ce sens-là. Il n'a pas le droit de vous révéler des cartes de sa main pour vous dire non mais regarde, j'ai un pommel ou j'ai telle carte que tu ne pourras pas bloquer qui va te tuer. Une incitation à la concession. Donc c'est quelque chose qui me déplaît assez fortement. Avant, on avait le droit, c'était il y a quelques années, on avait le droit de discuter avec son adversaire pour donner des informations sur notre avis sur la partie. Mais je pense qu'il y a eu des abus, puisque visiblement, maintenant, on n'a plus le droit. Et donc c'est assez pénible parce que des fois, t'as
tout ce qu'il faut en main pour tuer ton adversaire à coup sûr, et du coup bah tu ne peux que le fixer dans les yeux Ouais, et mais lui là, dire, enfin tu peux rien dire, et du coup tu dois attendre qu'ils te disent je concède pour faire oui. alors là, c'est peut-être moi qui ai mal compris, ou peut-être que les juges étaient sympas, mais là, ils avaient dit oui, du coup, vous pouvez discuter pour savoir qui c'est enfin, si vous pensez qu'il y en a des deux qui, mais donc, en fait, dans l'absolu, tu discutes pas, quoi. T'as pas le droit de Alors discuter. voilà, je parle des règles telles qu'elles sont appliquées Bien chez sûr. moi. Après voilà, s'il y a d'autres juges qui décident autrement, c'est leur responsabilité et je n'ai rien à dire par rapport à ça, bien sûr. Et moi voilà, je vous donne les conseils, c'est hyper important. Si vous traînez à Toulouse, on a un arbitre, je ne citerai pas, qui aime bien appliquer les règles à la lettre, et il a bien raison. Mais du coup, vous risquez de vous faire fortement taper sur les doigts. Vraiment très fortement taper Et sur les alors, doigts. juste pour finir sur ça, sur cette histoire d'égalité, des fois on a peur en se disant ouais, mais en fait, vaut mieux égalité parce que, mais en fait, on n'a aucun, Aucun intérêt on à a aucun égalité. intérêt à si on pense que l'autre aurait pu gagner, on n'a aucun intérêt à pas le faire gagner. Enfin, je veux dire, je sais pas ce que t'en Exactement. penses, mais enfin, ça Non, fait non, mais tout à fait. En fait, enfin, c'est un peu naze de dire on fait égalité parce que t'as pas réussi à me tuer à temps. C'est nul parce que ça fait perdre les deux joueurs et il faut se mettre un peu à la place du joueur qui est en train de gagner, qui vous a laissé prendre du temps pour réfléchir toute la partie, etc. Et enfin, il est pas évidemment gagné, il a 10 points de vie de plus que vous, il a des équipements, il a la tempo, il a plus de cartes dans le deck, et avoir quelqu'un en face de soi qui dit non, non, je concède pas, alors qu'il a plus aucune carte, tu sais qu'il a mathématiquement perdu dans 3 tours et qu'il ne peut pas jouer. C'est assez frustrant parce que du coup tu prends une défaite alors que t'avais gagné, quoi, littéralement. et de toute façon, ça vous fera pas aller moins loin en ayant fait gagner Exactement. l'autre, quoi. Enfin, en ayant fait gagner l'autre, je veux Exactement. dire en ayant concédé la victoire, quoi. Pas fait Non, gagner, non, mais après c'est juste de l'honnêteté, c'est à chacun de dire, de reconnaître sa défaite et de dire bah non, j'aurais perdu dans plusieurs tours. Voilà. Moi, mon conseil, c'est de concéder quand vous voyez que vous ne pouvez pas gagner. Par contre, si vous pensez que avec votre main actuelle, vous allez pouvoir tuer votre adversaire, vous avez vraiment de bonnes chances de tuer votre adversaire avec la main que vous avez, tentez-la, ne concédez pas, hein. Tant pis, vous ferez une égalité peut-être, mais si vous pensez que vous avez une chance de gagner, bah c'est le jeu aussi, hein. C'est pour ça qu'il y a cette règle-là de alors vous avez le droit de faire un tour supplémentaire. vous avez de chance de gagner, tu parles en faisant le tour après, c'est-à-dire en finissant le tour en cours et en faisant le tour de l'adversaire. Mais donc Si c'est votre adversaire qui est en train de jouer, vous voyez qu'il a pas grand chose, qu'il va pas pouvoir vous menacer vraiment, et vous allez pouvoir garder, je sais pas, 4 cartes, et donc essayer vraiment de menacer de létal votre adversaire. Tentez-le. Ça sert à ça. mais après, si les deux sont sûrs de pas pouvoir gagner, bon, du coup, c'est la question se pose, quoi. C'est, tu vois, si Ah, les mais deux, voilà, c'est mais pas là, effectivement le vu tour. que t'as pas le droit d'inciter ton adversaire Bien sûr. à concéder, il y a un peu ce truc où les deux se regardent un petit peu en disant ah, tu pourras pas gagner, ah, ouais, toi non plus. T'as pas le droit de discuter, donc c'est un duel de regards. Et J'entends. après voilà, enfin il y a pas Ouais, de, ouais. c'est un peu frustrant, c'est un peu compliqué, mais voilà, juste en bref, faites gaffe à pas proposer à votre adversaire de concéder, de l'inciter de quelque façon. C'est interdit. Tu voulais te dire d'autres choses, non, sur ce que j'avais dit par rapport à la prépa, sur Par rapport à la prépa, effectivement, la bouteille d'eau, c'est quelque chose que j'avais conseillé, mais c'est, je pense, vraiment très important. Et enfin, moi, je me rends compte, hein, je bois pas énormément dans la vie de tous les jours, mais je bois énormément quand je joue à flèche, parce qu'en fait, on est très concentré. Et je pense vraiment que ça donne soif, et que avoir soif pendant un événement qui dure 8 heures, c'est pas très agréable. La bouteille d'eau, pour moi, c'est vraiment nécessaire dans le sac. Et effectivement, t'en parlais, un petit paquet de biscuits, c'est jamais mal. C'est jamais mauvais, tu peux avoir faim au milieu du truc et tout, c'est pas agréable. Par rapport à la pause repas, ça dépend des lieux, ça dépend des endroits où vous le faites, ça dépend en fait aussi de combien il y a de gens. Il faut bien comprendre qu'une ronde, du coup, un match, ça dure 55 minutes du match, mais après il y a le temps additionnel pour les gens qui sont en train de discuter, enfin de peut-être concéder ou alors peut-être de faire les tours additionnels, plus après il y a le moment où les juges doivent faire l'appairage pour la ronde d'après, plus après ils communiquent sur où est-ce que vous devez aller, etc. Si jamais il y a X ou Y problèmes d'organisation, des appairages qui sont ratés ou quoi que ce soit, ça va prendre du temps. Et il y a des gens qui viennent de loin des RTN. Donc les RTN commencent rarement avant 10h le matin, pour laisser aux gens qui ont 4 heures de route la possibilité d'arriver. Et il faut pas que ça finisse trop tard non plus. Si un RTN finit à 22h, on pense très très fort aux gens qui ont 4 heures de route et qui travaillent le lendemain. Donc, des fois, les arbitres prennent la décision, parce qu'il y a trop de rondes, parce qu'il y a eu des petits ratés, tout ça, de faire sauter la pause repas. Ça arrive. Je sais pas si c'est fréquent ou pas. Nous, à Toulouse, on s'arrange toujours pour avoir au moins 30 minutes pour aller se prendre un sandwich. Mais on s'est toujours débrouillé jusque-là pour avoir au moins 30 minutes pour aller chercher un sandwich. Mais c'est vrai que ça pourrait très bien ne pas arriver. Moi, sur Donc, sur les deux prévoyez RTN, si il y vous avait pouvez. pas de... Moi, sur les deux RTN, il y avait pas de pause, quoi. C'était des gros RTN, quoi. C'était des gros RTN avec plus de 32 joueurs à chaque fois. Ouais. Voilà, donc c'est
il y a une ronde en plus et tout ça, donc pour caser la ronde en plus et l'organisation supplémentaire, c'est peut-être un peu compliqué. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, c'est pas quelque chose auquel je pensais, parce que ça ne me concerne pas. Généralement, quand je suis à ORTN que je fais, moi, on a des pauses repas. Je pense que si c'est quelque chose qui vous inquiète, vous pouvez tout à fait contacter le juge en question de l'événement. Généralement, on peut les trouver facilement sur les Discord. Et ils seront très contents de vous répondre. Enfin, vous pouvez leur demander est-ce que vous pensez qu'il y aura une pause repas demain, lors de l'événement, et je pense qu'ils vous répondront. Non mais là, en fait c'est indiqué, c'est juste quand tu vas sur X, c'était marqué il y aura une pause de telle heure à telle heure, et en fait ça a changé dans la matinée parce qu'il y avait pas de temps. Ça, c'est donc pas tu cool. vois, c'est ça la problématique, c'était en mode c'est marqué à la pause, alors que sur Lyon je crois que c'était pas indiqué qu'il y avait une pause, tu vois. Il Alors n'y avait que pas de casse-croûte proposé par l'établissement où vous étiez? et non il me semble, non il y avait pas de truc sur X, non. Donc en gros tu vois là c'était en mode tu sais c'est Ça c'est embêtant. la mauvaise info de la journée, tu vois. Donc il y en a qui au bout d'un moment qui faisaient un truc qui était un peu Je pense que c'est un peu un problème de l'organisation, et c'est pas quelque chose auquel il faut vraiment compter dessus. C'est pas. Je pense que c'est plutôt rare. Du coup maintenant je me dis attends, même s'il y a marqué qu'il y a une pause, tu prends pas compte. Non, mais ouais, ouais. par contre, un petit paquet de biscuits, même si jamais il y a une pause, des fois il y a des. C'est vraiment tous les RTN sont un peu différents à ce niveau-là. Il y a à Toulouse, on a une pause de 30 minutes, mais c'est à nous de nous débrouiller, donc il faut aller au supermarché en face ou quoi que ce soit. À côté de ça, vous savez, le RTN de Brive. Les RTN de Brive, je les recommande à tout le monde si vous n'êtes pas trop loin, Brive-la-Gaillarde, parce qu'ils s'arrangent toujours pour faire des trucs super bien, où on mange au resto le midi et tout. Enfin, c'est assez sympa. Et du coup, là, on a vraiment une pause de 1h30 pour manger à midi, et on est dans un resto, quoi, donc on mange au resto. Donc, enfin, vous voyez, c'est hyper différent, quoi. Ouais, essayez de vous renseigner un peu à l'avance, et si quelque chose qui vous fait peur, prévoyez un petit sandwich dans le sac, je pense que ça fera jamais de mal. Sinon, ouais, par rapport au point de vie, effectivement, sur les RTN et sur les ProQuest, vous avez le droit d'avoir l'application sur le téléphone. L'application, alors, j'allais voir comment elle s'appelle, j'ai oublié. C'est Fab Je Life, crois que c'est Fab Life, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est Fab Life, qui est disponible gratuitement sur tous les stores, etc. Qui marche super bien. Elle fait rien de fou, hein, elle compte les points de vie, mais c'est tout ce qu'on lui demande. Elle est autorisée pour compter les points de vie sur les ProQuest et sur les RTN. Je pense que c'est à la discrétion du juge, et donc lui, le juge peut décider de l'interdire si jamais il voit un problème, mais globalement c'est autorisé. J'ai jamais vu d'endroit où c'était pas autorisé. Donc vous avez le droit. Sachez que ça consomme beaucoup de batterie. Alors ça c'est aussi un attrape débutant. Si jamais vous avez 4 heures de route et que vous venez avec le GPS, et que vous avez aussi 4 heures de route pour rentrer chez vous le soir avec le GPS, ça va défoncer votre batterie d'avoir toute la journée le téléphone allumé. C'est tout bête, hein, c'est vraiment un truc tout bête, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans cette situation, ou de voir de cette situation. Donc dans ce cas-là, prévoyez un calepin et un stylo. Sinon, honnêtement, c'est plus pratique, c'est assez pratique. Mais rien ne vous empêche d'avoir le stylo et le papier pour noter les points de vie. Sachez aussi que sur tous les événements plus compétitifs, donc avec un plus gros haut niveau que le ProQuest et le RTN, donc par exemple au championnat de France, si vous avez eu la chance de faire top 4 à un RTN et donc d'être qualifié au championnat de France, sachez qu'au championnat de France, on n'a plus le droit au téléphone, et c'est forcément le stylo et le papier. Alors pour le coup, Voilà. tu vois, donc j'avais pris une feuille de papier. En fait, il y avait tellement pas d'espace qu'il y avait juste l'espace pour. Enfin, ça dépend pareil des lieux que vous avez, mais globalement, quand t'es plus de 40, ça devient compliqué en boutique. Quand c'est des lieux en boutique, après quand c'est un événement exprès, j'imagine qu'il y a plus de place. Mais donc on avait vraiment la place pour le tapis, et t'avais pas la place pour ta feuille. Alors le deuxième RTN, j'ai pris un truc plus petit, mais malgré tout, c'est pas évident, tu vois, pour noter tes points. Non, je suis entièrement d'accord. C'était là, tu fais. Ouais, non, prenez pas les feuilles A4, ça va plus embêter qu'autre chose. Donc tu prends le mini calepin et c'est pareil, ça dépend vraiment des lieux. Il y a des endroits où on a largement la place, ça dépend des boutiques et de la taille de leur salle. Il y a des endroits où vous avez largement la place, vous pouvez poser la deckbox à côté, les calepins pour le point de vie, le téléphone et tout ça, donc ça c'est cool. Ça dépend où c'est que t'es situé dans le tournoi en fait, même s'il y a de la place, il y a des endroits des fois où Ouais, ça dépend vraiment. Mais voilà, ça c'est le genre de petit truc, tu vois, à un moment donné, moi je dis vas-y c'est bon, tu notes les points de vie, j'ai pas de place, ça me saoule, c'était chiant, tu vois, enfin tu vois, effectivement t'es censé le faire de toute façon, les deux sont censés noter les points de vie, mais quand t'as tellement pas de place qu'à un moment donné, tu vois, c'était là, tu mets ton calepin sous le tapis. Ouais, c'est pas très pratique. C'est pas très agréable. Donc mon conseil final par rapport à ça, téléchargez l'application sur le téléphone, parce que c'est quand même assez pratique, c'est lisible par les deux joueurs, donc c'est assez sympa. Ça permet de gagner du temps aussi.
Voilà, mais rien ne vous empêche de garder le compte de points de vie sur un calepin, et de manière générale, c'est bien de l'avoir au cas où vous avez un problème avec votre téléphone, au cas où votre adversaire vous demande demande à avoir gardé le compte aussi sur le papier. Le juge peut aussi demander aussi d'avoir un deuxième compte sur le papier au cas où il y a une fausse manip sur le téléphone. Ce qui arrive, hein, vous avez votre voisin qui veut ramasser un dé et qui appuie sur le téléphone et il sait pas si vous avez fait perdre un point de vie ou pas, et vous ne savez plus si vous aviez 34 ou 35 points de vie. C'est bien d'avoir gardé le compte sur le papier. Voilà. Donc, de manière générale, le téléphone c'est ok. Si vous pouvez avoir, c'est important d'avoir la solution de secours, calepin, crayon dans le. Ou la petite tablette avec le. Voilà, oui, ça marche aussi. Enfin, une autre solution. C'est ça. Est-ce qu'après dans les prépas, t'avais d'autres choses à donner comme info par rapport à ce qu'on Là, on est vraiment sur la prépa pratique toute bien bête, sûr. où tu parlais effectivement bien dormir, mais ça, c'est assez clair. Mais ça bien joue. Dormir. ça joue énormément, mais bon, ça, malheureusement, on maîtrise pas. Hein. Si vous êtes comme moi et que vous dormez mal une nuit sur deux, c'est pas de chance. Sauf si tu vas faire la fête avec les copains la veille, mais bon, ça c'est pour ta gueule. Problème. Oui, voilà. Bref, non, je pense qu'on a un peu tout dit, donc bien vérifier sa decklist, préparer sa decklist papier. Là, ne faites pas comme moi la veille avec un papier et un crayon à minuit. Là, vous arrivez dans le cas où vous dormez mal, mais c'est de votre faute parce que vous n'êtes pas assez préparé. Mais voilà, préparez votre decklist un petit peu à l'avance. Vérifiez-la, c'est horrible comme sensation d'arriver à votre RTN, de compter vos cartes et vous en avez 77 parce que les 3 Singbilo vous les avez enlevés et vous les avez mis dans votre deck que vous avez prêté à un ami et vous vous rendez compte le matin du RTN et là faut trouver 3 Singbilo sur place et c'est un peu la galère pour rien. Donc vérifiez la veille au moment d'être votre liste dans le sac que vous avez bien une liste qui est conforme à celle que vous avez sur le papier. La bouteille d'eau pour moi c'est crucial. Un petit casse-dalle, c'est toujours bien, un paquet de biscuits, des fruits secs. Je sais que les gens ont souvent un petit paquet de fruits secs, d'amandes, ce que vous voulez de sécher, hein, c'est pas mal. Demandez à l'organisateur si jamais c'est quelque chose qui vous inquiète pour le repas du midi. N'hésitez pas, hein, si vous avez un régime spécial aussi. Je sais que il y a des gens qui arrivent sur des événements et puis il y a un repas de prévu et les gens disent finalement je suis végétarien ou je ne mange pas, peu importe le régime alimentaire. Essayez de le prévenir en avance. Les organisateurs sont souvent assez cool sur le sujet, mais c'est toujours plus facile de prévoir à l'avance. Et non, voilà, je pense que c'est tout. Le calepin au cas où. Ouais, donc dans le côté pratico-pratique, il y avait des petites choses, tu vois, du coup j'avais mis donc tu tries ton deck, etc. Et après ça c'est pour les gens vraiment qui débutent comme moi, la façon dont tu mélanges tes cartes après les avoir triées, c'est pour le début, hein, tu vas me dire ouais ça c'est vraiment comme on dit dans le pratico-pratique. Et c'est là où je me suis dit mais en fait si la plupart, je sais pas comment tu mélanges ton deck, mais c'est vrai que tout le monde faisait sur le tournoi à mettre les cartes, tu sais tu mets une carte tu fais des piles quoi. Parce que moi au début je mélange, mais en fait effectivement à un moment donné dans le tournoi je dis bah mince en fait j'ai mal mélangé, je me suis retrouvé à avoir plein de bleus et tout, et je dis en fait là je me dis mais en fait ça peut avoir une importance de mélanger correctement. C'est con hein ce que je dis mais c'est une très bonne remarque auquel je n'avais pas pensé, mais c'est très très bonne remarque. Alors moi pour mélanger les cartes effectivement, parce que vous allez compter vos cartes, vous allez bien lister vos cartes la veille du tournoi, donc vous allez arriver le matin du tournoi, toutes vos cartes sont classées, donc vous avez toutes les défenses actions ensemble, tous les rouges ensemble, toutes les bleus ensemble, etc. Donc il va falloir bien mélanger votre deck, et de manière générale, mélangez bien votre deck en face de votre adversaire, ça évite qu'il se pose des questions sur vous, quoi. Il y a des doutes, quoi. Vous le mélangez à fond, et n'hésitez pas à y aller plein de fois, vous avez le droit de mélanger autant que vous voulez, faites-le à fond. Moi, ce que je conseille, effectivement, il y a le mélange où juste tu prends les deux paquets dans la main, tu fais deux paquets dans la main et tu les fais s'interfacer les uns dans les autres, l'un dans l'autre. Ça marche bien. Ce que je vous recommande de ne jamais le faire, c'est le mélange, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le mélange où vous faites deux tas que vous posez sur la table à plat et après vous pliez les coins pour stacker les coins. Là, le mélange, je crois que c'est l'américaine, je crois que ça s'appelle. Un mélange américain. Je crois que c'est ça. Ça, je crois que d'une part, c'est pas top comme mélange, et d'autre part, je crois que c'est interdit. Parce que c'est assez facile, en fait, vu que vous allez avoir une carte qui vient du paquet droite, une carte du paquet de gauche, une carte du paquet droite, une carte du paquet de gauche, c'est assez facile, si jamais vous vouliez tricher, vous mettez toutes les bleues à droite, toutes les rouges à gauche,
faites ce mélange-là, et du coup, vous avez pile une bleue, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue, une rouge. Après, maintenant, tu vois, Du coup, je prends comme ça et je mélange comme ça, tu vois, je prends juste un plat. voilà, non, mais ça, c'est très bien, mais je pense que c'est pas suffisant. Le mélange de, tu mets une carte, tu mets plusieurs, tu mets genre Voilà, 4 paquets de cartes et tu les fais effectivement, ça, je pense que ça... Voilà, et alors, moi, j'ai mon petit truc, alors attention, là, on s'approche un peu de la maladie et de... ouais, on s'approche un peu de la maladie, mais moi, une petite astuce que je vous donne, c'est de faire soit, d'alterner 5 tas et 6 tas, par exemple. Pourquoi? Tu fais une ligne avec 5 et une ligne avec 6, c'est ça? Non, c'est-à-dire que mon premier match, je fais 5 tas, mon deuxième match, je fais 6 tas. D'accord. Et après, je referai 5, puis 6, puis 5, puis 6. Où ça marche avec deux nombres, mais qui sont premiers entre eux, quoi, qui se divisent pas. Si vous faites 4 et 8, par exemple, c'est pas très bien. Pourquoi c'est pas très bien? Parce que vous allez pas voir tout votre deck quand vous allez faire votre match. Enfin, dans le cas où vous voyez pas tout votre deck, le problème c'est que du coup vous allez avoir mélangé des cartes en faisant 5 tas par exemple. Si jamais au match d'après vous refaites 5 tas, et ben vous allez annuler le mélange que vous avez fait précédemment. En refaisant 5 tas. En fait, vous allez remettre dans l'ordre exact opposé de ce que vous aviez fait juste oui, mais après, tu les remélanges pas comme ça. Une fois que t'as fait ça, tu fais pas ça pour terminer ton mélange. Non, tu les. Mais en vrai, c'est pour ça que je dis que on est plus proche de la maladie que de la réelle. Voilà, mais j'ai toujours peur d'annuler un mélange que j'aurais fait et de reconstruire l'état initial de mon deck. J'entends. Donc, en faisant 5 tas, 6 tas, à chaque fois, vous êtes sûr d'avoir parfaitement mélangé et que c'est un cas qui n'arrivera pas. Mais bon, ça paraît bête, mais c'est vrai que ça. Tu as raison. Bah, le mélange que je conseille est comme ça, là où vous êtes sûr d'avoir bien mélangé votre deck, et pour vous, parce que vous n'êtes pas des tricheurs, et comme ça vous êtes sûr d'avoir bien mélangé, que le deck est pas trié, et aussi pour les autres, pour montrer, regardez, je ne triche pas, j'ai mélangé mon deck comme un fou, et c'est plus simple pour tout le monde. Donc c'est bien, je pense, de faire comme tu fais, de mélanger avec en les prenant en main, en l'air, et de mélanger gauche-droite, 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 puis après de faire les petits tas, et de remélanger avec le shuffle que tu faisais. Là, vous êtes bien. Pareil, au début du match, il est important que on vous propose le deck de votre adversaire pour que vous le coupiez. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui trichent sur les RTN. Ôtez-vous cette idée de l'esprit, en tout cas, et vous avez le droit de couper le deck de votre adversaire, mais si aussi vous trouvez que son mélange était un petit peu léger, vous avez le droit de le mélanger complètement. De faire ce que vous voulez, de faire les 5 tas, de faire le shuffle exactement comme vous voulez. Donc si vous voyez qu'il a fait le mélange, comme je disais, à l'américaine, et que vous trouvez ça suspect, enfin peu importe, hein, vous trouvez qu'il a pas assez mélangé son deck, allez-y franco. D'accord. Dans le dans le pire des cas, si c'est un tricheur, vous allez défoncer sa triche, et si jamais c'est juste quelqu'un d'honnête, vous allez bien mélanger son deck, et comme ça il aura pas les 3 Singbilo à la suite, et vous aurez un match plus équilibré et plus sympa. Ah, c'est vrai que tu vois, il y a des trucs à chaque fois qu'il y a justement que la personne remélange son deck, souvent il y a par habitude de dire bah tiens si tu veux couper pendant la partie, et ceux qui mélangent souvent, à un moment donné je dis vas-y c'est bon parce que le timing il descend, mais tu as le droit. Si jamais tu vois que c'est trop long et que tu vois qu'il mélange bien, c'est bon vas-y, j'ai dit c'est bon. Voilà. Alors tu as le geste aussi de toucher le deck de ton adversaire, tu peux mettre un coup dessus pour aller vite, pour dire c'est bon je remélange pas. Ok. C'est un geste qui est communément utilisé pour dire allez, je tape le deck de mon adversaire pour dire c'est bon. Mais c'est vrai que c'est des petits trucs pratico-pratiques là qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure, mais, c'est des trucs. C'est comme le fait, tu vois, après chaque match, juste dès que j'ai fini, c'est vrai que j'ai enlevé les cartes du side pour me dire parce que si je commence à garder des cartes, et moi j'en avais oublié d'en remettre une, c'est entre chaque quand les parties s'enchaînent vraiment vite, des fois pareil, ça c'est les trucs bêtes, mais je dis ah mince effectivement est-ce que celle-là je l'ai remise, du coup il y en avait une de plus quand tu recomptes ton deck, enfin je sais pas si à chaque fois tu recomptes tes cartes entre chaque partie, mais des fois tu me mince j'en ai 62 parce que du coup ça m'est arrivé qu'il y a une personne me disait ah tu joues combien de cartes, et là je fais enfin logiquement 60, puis là à un moment donné je dis mince si je lui dis 60 et qu'en fait j'en ai oublié une de mon side c'est pas grave, mais c'est vrai que pour ceux qui jouent à la fatigue je crois que ça des fois c'est pour ça qu'ils te le demandent, je sais pas ce que alors tu es censé connaître l'état de ton deck. Alors moi c'est toujours ce que je dis, j'ai toujours peur comme toi d'avoir oublié une carte dedans, donc je dis normalement 60 sauf erreur de ma part, si c'est important pour toi je peux recompter. Ouais, parce que si t'en as mis 62, tu vois, dans l'absolu, t'as le droit. J'ai le droit d'en avoir 64. Tu as tout à fait le droit. Mais le mec à la fatigue, pour le mec à la fatigue, je pense que pour lui, c'est intéressant de le savoir. Enfin, il peut te le demander. Ouais, mais après, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, si je me suis pas trompé 60, si jamais c'est quelque chose qui t'importe, je peux recompter. C'est l'application bête et méchante des règles. Je pense avoir 60 cartes dans mon deck, mais j'ai pas envie qu'à la fin, on compte et que j'en ai 61 et qu'ils me disent, ah, tu m'as menti au début, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'applique toujours ça. Et puis si vous demandez de recompter, vous recomptez rapidement, vous faites 6 tas, vous comptez si vous avez bien 10 cartes dans chaque tas, et puis c'est bon.
Et je crois que sur la préparation, on est pas mal. D'ailleurs, peut-être, si ça te va, on peut très bien diviser cette vidéo en deux, parce que là, c'est vraiment la prépa, et ça fait déjà une bonne petite demi-heure, et faire la vidéo qui suit, où en expliquant vraiment ce que j'ai joué, quel match j'ai joué sur le RTN, si ça te va, sur une vidéo suivante. Et comme ça, on rentrera vraiment dans le détail des match-up, des cartes que j'ai jouées. Et du coup, tu nous donneras un peu ton analyse alors évidemment, on va pas retracer chaque carte que j'ai jouée, mais qu'est-ce que peut-être j'aurais pu faire pour m'améliorer sur les deux RTN et en fonction des match-up que j'ai eu. Est-ce que ça te convient? Mais comme ça, peut-être. Très bien, c'est pas mal. Donc là, vous avez vu un peu le côté pratico-pratique de comment arriver à RTN, comme en tant que débutant comme moi quand vous n'avez pas l'habitude, et qu'est-ce qu'on fait pour éviter effectivement de se rajouter du stress, parce que l'air de rien c'est toujours un peu de stress. Alors moi j'en avais pas trop parce que j'avais pas d'enjeu, je savais qu'à ce sens j'allais pas viser quoi que ce soit, mais je pense que même quand t'as envie de te qualifier, moins t'as de stress, mieux c'est dans la vie de toute façon. Donc oui, je voudrais rajouter un dernier conseil qui m'a l'air très important, et je le redirai dans la prochaine vidéo, mais c'est un conseil qui est doublement important, donc je le dirai 2 fois. Les arbitres sont vos amis. C'est-à-dire que les arbitres sont pas des juges qui sont là pour essayer de vous traquer, pour essayer de faire appliquer les règles à fond et de vous punir si vous faites une bêtise. Ils sont là, faut les voir comme des gens qui sont là pour vous accompagner, pour que vos parties se passent le mieux possible. Donc ils traquent les gens qui trichent, les gens qui respectent évidemment pas les règles, ou pas consciemment ou pas. Mais voilà, si jamais vous avez la moindre question, le moindre doute sur l'organisation, sur tout ça, levez la main, posez la question, dire voilà, je ne sais pas, tu parlais tout à l'heure, tu ne voyais pas bien le temps qu'il reste. Si jamais vous n'avez pas prévu une montre, vous avez le droit à tout moment de la partie de lever la main, demander au juge gentiment, excusez-moi, combien il reste de temps dans la ronde. Et ils sont là pour ça aussi. Enfin voilà, peu importe, si jamais vous avez vraiment la moindre question sur les règles, sur quoi que ce soit, vous levez la main, vous demandez à un juge. Ils sont vraiment là pour ça, ils seront très contents de le faire. Si vous êtes débutant, que c'est votre premier tournoi, précisez-lui. Il fera attention à vous, enfin voilà, il verra, il veillera à ce que ça se passe bien pour vous. Alors, juste pour terminer peut-être cette vidéo, donc on a parlé de la prépa, donc supposons là vous faites vos parties. Alors c'est vrai qu'on dit, moi je me posais pas la question sur le premier RTN, sur le deuxième je me suis un peu plus posé la question, parce qu'on dit si t'as gagné ta première game, c'est bien. Enfin, c'est dans les rounds, etc. Vaut mieux gagner la première que gagner les 3 dernières. Après t'as la deuxième, et à partir d'un moment donné, c'est ce truc pour essayer d'être qualifié sur le top 8. Et si jamais t'es pas qualifié sur le top 8, donc du coup dans l'absolu vous avez fait, comme tu disais tout à l'heure, 5 rounds, 6 rounds, peu importe. Et après, du coup, si t'es pas qualifié sur le top 8, t'as terminé ta journée. Quand c'est comme ça, est-ce que les gens, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait pas beaucoup de personnes qui assistaient au final. Qu'est-ce qui est usuel, on va dire? Est-ce que tu vois souvent des gens qui regardent? Est-ce que tu peux regarder tout simplement, te poser autour d'un joueur? Est-ce que ça les embête pas? Tu vois, juste pour finir cette vidéo-là, tu vois, alors, en gros, t'as fait tes rondes, en gros, t'as pas été qualifié pour la finale. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te barres et puis tant pis? Ou est-ce que tu peux apprendre justement en regardant ce qui c'est les finalistes? Franchement, très bonne question. Alors, il y a pendant les rondes et pendant le top 8. Donc pendant les rondes, si jamais vous avez décidé d'abandonner votre tournoi parce que vous aviez trop de défaites et que vous en avez marre de jouer, vous avez le droit à tout moment d'abandonner votre tournoi. Précisez-le au juge, s'il vous plaît. Comme ça, ils vous font sortir des rondes et vous ne serez pas matché contre quelqu'un. Si vous êtes matché contre quelqu'un, il va automatiquement gagner parce que vous jouez pas. Et donc vous allez perdre de l'élo, et puis lui fait pas de match, c'est dommage. Donc si avant l'appairage, vous signalez à l'arbitre que vous souhaitez partir, peu importe la raison, vous en avez marre de jouer, vous avez besoin de partir urgemment, enfin voilà. Vous êtes sorti du tournoi et tout se passe bien. Vous avez le droit, toujours. Donc là voilà, si vous devez arrêter votre tournoi ou vous avez terminé votre match plus tôt, vous avez le droit de regarder les matchs des autres de votre côté. Alors il y a plusieurs conditions. D'une part, il faut pas faire de bruit. Le problème c'est que en vrai c'est bête, mais le nombre de fois où il y a des gens qui viennent regarder un match qui est un peu plus long, il y a tout le monde qui parle autour pour raconter leur partie, machin, tout ça. En vrai, quand vous êtes dans la situation des personnes qui sont en train de jouer, c'est super chiant, quoi. Vous êtes en train de, là, il a 3 points de vie, vous avez 2 points de vie, vous êtes en train de calculer les cartes machin, tout ça, vous êtes en train de penser à plein de trucs et tout. Vous êtes vraiment dans votre partie, vous avez de la pression parce que vous arrivez vraiment à la fin, c'est le dénouement. Et il y a tout le monde qui est à côté en train de rigoler, qui fait un bruit de fou et tout ça, ça vous fait perdre votre concentration, c'est pas très agréable. Si vous voulez discuter, vous avez le droit, mais écartez-vous un peu de l'endroit où il y a des gens qui jouent encore. Et deuxième chose, le mieux c'est de demander gentiment l'autorisation aux gens qui jouent. Je vous conseille de ne pas vous placer devant, si c'est possible, de ne pas se placer devant ou derrière un joueur, mais de se mettre sur un côté. Comme ça, vous voyez pas les cartes des joueurs. Et oui, parce que c'est toujours un peu bizarre quand il y a quelqu'un qui est dans ton dos, qui regarde tes cartes, les cartes que tu vas jouer et tout ça. On se sent soit un peu jugé ou quoi, c'est pas très agréable. Tandis que si la personne est sur le côté et regarde ce qui se passe, ce qui est les informations qui sont disponibles pour les deux joueurs,
vous aurez une meilleure expérience de jeu et une meilleure expérience de spectateur et c'est plus sympa pour les joueurs. Après, quand il y a les tables qui sont alignées, vous êtes obligé d'être derrière. Vous demandez gentiment aux deux joueurs, est-ce que c'est possible que je regarde votre partie, est-ce que ça vous dérange pas? Et ils vont vous dire qu'il n'y a pas de, enfin, quasiment certains qui vont vous dire qu'il n'y a aucun problème. Mais c'est mieux. C'est mieux. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui ont des choses un peu épicées dans leur deck et justement qui jouent sur l'effet de surprise. Et du coup, ils peuvent gentiment vous dire, ah non, je préférerais que tu regardes pas ma game. Et vous pouvez voir une autre partie, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, par exemple, aussi, c'est quelque chose qui est à la discrétion du juge. Donc le juge peut vous demander de sortir de la salle. Il faudra évidemment le respecter. Et alors, sachant que les top 8, à chaque fois les top 8, c'est pas chronométré, c'est ça, hein, parce que par rapport aux parties, les parties ne sont plus chronométrées. Et si vous avez toujours le droit de partir, hein, vous n'êtes pas obligé de rester pour regarder ces parties-là. Mais il y a souvent des gens qui restent et là vous n'êtes pas obligé de demander l'autorisation pour regarder les parties une fois que c'est le top 8. Il y a tout le monde qui se met, ça arrive assez régulièrement hein, qu'il y ait des gens qui restent pour regarder les parties. Je vous le conseille d'ailleurs, c'est des gens qui ont fait top 8 et du coup qui ont performé un petit peu sur l'événement. C'est toujours assez sympa de voir qu'est-ce qu'ils jouaient et comment ils jouaient. Et voilà, donc on se met sur le côté, on fait pas de bruit, pitié, et on regarde ce qui se passe. Franchement, c'est toujours assez sympa. Ok, mais écoute, je pense que ça termine bien cette vidéo préparation voilà, des RTN quand vous débutez comme moi. Du coup, je pense que c'est intéressant. Je te remercie en tout cas pour tous tes conseils. Et puis comme ça, on va pouvoir enchaîner avec la vidéo suivante où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de quels sont les match-ups que j'ai affrontés, l'évolution, on va dire, entre les deux RTN. Parce qu'en fait, ça s'est déroulé, si je dis pas de bêtises, à une semaine d'intervalle. Je sais plus si c'était une semaine ou deux semaines. Donc, qu'est-ce que j'ai pu faire entre les deux RTN pour entre guillemets un peu progresser entre les deux sessions. Donc ça, vous allez le savoir sur la vidéo suivante. En tout cas, merci à toi pour cette avec première session préparation RTN. Voilà, ça peut paraître des fois des trucs un peu bêtes, mais des fois on n'y pense pas toujours, quoi. Enfin, mince, quel con, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Préparation RTN, ça marche pour tous les tournois. Hein. Ça marche absolument pour tous les tournois. Oui, quand on dit RTN, c'est pour plus de tournois qui ne sont pas des armories, parce que les armories c'est 3 matchs, donc 3 ou 4 matchs, donc vous n'avez pas le même problème d'approvisionnement en eau et en nourriture. Mais pour n'importe quel tournoi, c'est des choses qui resteront valables, bien sûr. D'ailleurs, la vidéo, ça sera plutôt comment préparer son tournoi officiel plus que RTN, parce que c'est vrai que c'est, comme tu le dis, c'est pas que le RTN. Plus que l'armorie, ouais. Tout à fait. Allez, à tout bientôt, et puis n'hésitez pas en tout cas à commenter, et puis à dire si jamais vous avez bien aimé cette vidéo. Allez, on se retrouve sur la prochaine. Bye bye. À bientôt.